Sunderlight Production. Méline Rollin est une athlète atypique dans le monde de la course à pied. À seulement 25 ans, elle décroche le record de France du marathon. Mais résumer Méline uniquement à ses performances en course à pied serait une grave erreur. Étudiante brillante, passionnée à fond par tout ce qu'elle fait, que ce soit ses études, son travail, sa passion pour la cuisine ou le marathon, elle se donne toujours à 120%, quitte parfois à frôler ses limites. Dans cet épisode, vous allez plonger dans les coulisses de sa préparation et découvrir ce qui fait d'elle une championne hors norme. Le marathon, ce n'est pas juste une course, c'est une aventure humaine pour certains, un défi de haute performance pour d'autres. Chaque vendredi du 5 au 26 avril, découvrez l'univers fascinant du marathon à travers les yeux d'athlètes inspirants ou d'experts qui connaissent cette distance par cœur. Cet épisode vous est proposé par KeepRun, libérez votre potentiel de course. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans l'émission la coureuse de fond Méline Rollin. À seulement 25 ans, elle s'est emparée du record de France sur marathon en bouclant la distance en 2 heures 24 minutes et 12 secondes. Véritable enfant prodige du running, elle va nous livrer tous ses secrets de préparation et de motivation. Salut Méline, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous et avec nos auditeurs dans cet épisode proposé en partenariat avec KeepRun. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Je crois que tu sors de l'entraînement là, il y a encore quelques heures, tu es en train de courir. Oui, c'est ça. Merci pour l'invitation. Oui, c'est vrai que ce midi, j'ai dû aller m'entraîner, donc c'était un peu la course. Là, je sors de la douche, mais c'est bon. Bon, écoute, j'espère que tu vas être pas trop fatigué pendant la séance. On va essayer de dynamiser un peu tout ça pour que l'énergie soit bonne. Avant de débuter notre conversation, Méline, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne un petit instant pour te présenter à nos auditeurs et auditrices, en tout cas celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, revenir un peu sur ton parcours. Toi, tu as découvert l'athlétisme assez jeune, à l'âge de 9 ans, je crois. Pourtant, on sait que la course à pied, ça peine parfois à séduire les jeunes enfants qui préfèrent s'orienter plutôt vers des sports comme le foot, le basket, le handball, des sports où la notion de jeu elle est quand même plus importante. Et la course à pied, ça peut être réputé comme étant un sport solitaire, assez exigeant, assez difficile. Et les enfants, ils n'aiment pas trop. Alors toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport-là ? Alors déjà, j'ai un peu commencé aussi parce que moi, j'avais pas du tout de sport à l'époque avec lesquels j'avais accroché. Et mon père s'était mis à courir l'année précédente et ma meilleure amie aussi. Dans le village de mes parents, il y a un club d'athlétisme. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer en fait, je pense qu'au début, je l'ai vraiment abordé justement comme un jeu. Enfin, j'y allais pour être avec les copains. Et surtout, j'avais pas... au début, j'ai découvert un peu toutes les disciplines. J'ai fait ce qu'on appelle le triathlon en poussine. Donc, je faisais du javelot, du saut en longueur et du 1000 mètres. Bon, là, j'avais déjà choisi un peu le plus long, quoi. Mais vraiment, j'ai fait ça pendant un moment jusqu'en minime où là, je me suis plus spécialisée sur le 1000 mètres. Mais du coup, ça s'est fait très progressivement. Et surtout, j'avais un groupe d'amis que je retrouvais à chaque fois que j'allais m'entraîner. Et j'y allais 2 fois par semaine, pas peut-être 3 fois de temps en temps, mais surtout 2 fois par semaine au début. Donc, c'était vraiment un plaisir d'y aller. Et je pensais pas du tout au niveau ni au jeu à l'époque. C'était vraiment pour m'amuser. Et bon, après, j'étais compétitrice, donc si je gagnais, c'était mieux, quoi. Et petite, justement, est-ce que tu te détachais de par tes performances des autres enfants ? Est-ce que déjà, tu voyais que tu avais déjà certaines aptitudes, capacités naturelles ou au contraire, tu étais comme du même niveau que tout le monde ? Alors au début j'étais un peu du même niveau que tout le monde, mais j'ai vite progressé et c'est vrai que déjà en minime, alors il n'y avait pas encore de championnat de France en minime, mais je faisais les interrégionaux, j'avais fait un podium et j'avais fait un premier stage qu'on appelait à l'époque Horizon 2020 qui réunissait tout le nord-est de la France et déjà là du coup j'étais pas la meilleure, mais j'étais quand même dans les jeunes, on va dire, qui étaient pressentis pour les JO en 2020. Mais du coup, j'avais quand même... Je pense qu'il y avait quelque chose. Tu gagnais les crosses de l'école primaire du collège, j'imagine ? Ouais, c'est ça. Le cross du collège, j'ai gagné les 4 années. Et vraiment, c'était trop cool.
Ouais, je gagnais pas tout le temps, hein, donc gagner cross du collège pour moi c'était trop bien. Et t'aimais ça justement, t'aimais courir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu en souffrance en ce moment le sport scolaire, en tout cas en particulier la course à pied. Les enfants boudent un petit peu ces crosses qui sont perçus comme difficiles dans le froid. Moi j'ai vu des témoignages même de profs de PS qui m'expliquaient que les parents ne comprenaient pas comment c'était possible qu'on fasse courir un enfant l'hiver dehors. Pour eux c'était mais non, vous voyez, on perd un peu le rapport au corps aussi, il perd un peu avec la modernité. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Parce qu'il y a le débat. Est-ce que finalement le cross ne dégoûterait pas plus les enfants, qui les encouragerait à pratiquer du sport? Alors moi, à mon époque, quand j'étais au collège, vraiment l'UNSS et les cross pas universitaires, mais enfin les cross UNSS, c'était vraiment une fête. Enfin, on y allait, on était plein dans la classe à y aller et c'était peu importe le résultat, on passait le mercredi, je crois que c'était le mercredi ensemble avec nos profs de sport. Donc c'était vraiment, ouais, c'était pour le plaisir et certes on souffrait sur la course, mais on était, en fait notre but c'était d'aller au championnat de France UNSS et c'était, ouais, non, je pense que après moi je viens d'une famille de sportifs. Oui, quand même, mon père, du coup, a fait beaucoup de vélo avant et s'était mis à courir vers 33 ans. Donc, forcément, j'ai toujours un peu baigné dans le sport. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça se perd un peu et que les jeunes ont plus de mal à se faire mal, justement, un peu sur des... Enfin, on veut les protéger, les enfants. Ouais, dès que ça devient un peu dur, qu'il y a un peu de boue, oh là là, il va pas salir. Enfin, c'est vrai j'ai l'impression qu'il y a un petit changement comme ça. Après, je suis allée sur une compétition NSS il n'y a pas si longtemps et quand même, je vois encore plein de jeunes trop contents d'être sur le cross. Donc, bon, j'espère que ça va continuer et qu'il y aura de plus en plus de jeunes. Bon, tout ça est rassurant. Alors, au fur et à mesure de ton investissement dans l'athlétisme, tu vas quand même, tu nous l'as dit, très vite obtenir des résultats. En junior, tu décroches même le titre de vice-championne de France sur 3000 mètres piste. Mais... voilà, la piste, la courte distance, la vitesse, c'est sympa, mais tu vas quand même être très vite attiré vers des distances un peu plus longues. Ton entraîneur, notamment Aziz Zidane, et on reparlera de lui tout à l'heure, très vite va détecter en toi des aptitudes, des capacités à aller sur le long, à aller sur l'endurance. Et tu vas, toi aussi, identifier une certaine forme de plaisir et de facilité à courir sur le long. Et justement, selon toi, quelles sont les qualités d'un coureur, d'une coureuse d'endurance? Qu'est-ce qui fait un bon coureur de 10 km? Qu'est-ce qui fait un bon marathonien, selon toi? Les qualités qu'il doit savoir développer ou qu'il a? Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours été meilleure sur le long. Je pense déjà de par ma foulée, j'ai pas forcément une foulée de coureuse de 800 ou de 1500, donc déjà sur le long c'était... T'as quand même de grandes jambes là, je vois, ouais. Je sais pas combien tu mesures combien, mais t'es pas... 1m70, mais ma foulée était, je pense, plus appropriée pour de la route, de la longue distance, donc ça aidait, et puis après j'avais vraiment ce qu'on appelle de la caisse, quoi, donc plus c'était long, plus ça me plaisait parce que j'encaissais assez facilement et je pouvais durer sans trop me fatiguer. Donc après, je pense qu'il faut beaucoup être d'endurance, c'est surtout ça. Et après, il faut aimer courir longtemps. c'est aussi une grande partie. Oui, parce qu'au-delà des qualités intrinsèques, effectivement, tu peux voir que plus on augmente la distance, plus tu es performante. Mais il y a aussi il faut aimer, c'est un peu une culture aussi, l'endurance. Moi, j'en parlais avec des coureuses de 800 mètres. Elles me disent, mais voilà, moi, quand je fais une sortie longue alors, pour une coureuse de 800 mètres, une sortie longue, c'est 8-12 km. C'est pas des sorties de 25 bandes. Et déjà, elles me disent, mais moi, je prends pas de plaisir, quoi. Voilà. Toi, au-delà de tes qualités, le fait que tu te sentes performante, efficace sur le long, est-ce que tu prenais du plaisir, tu aimais ces longues sorties, faire beaucoup de kilomètres? C'est quelque chose que tu as tout de suite apprécié? Ouais, moi, j'aime bien. Alors, quand même, quand je fais, par exemple, des sorties de 2 heures ou même plus de 2 heures, j'y vais sans musique, sans rien. Enfin, je pars courir dans la nature et j'adore. Et je m'ennuie pas, en fait. Je sais pas, je me perds peut-être dans mes pensées par moment, mais juste, je suis là, je cours, je profite. Bon, quand il fait beau, c'est forcément plus agréable. Mais moi, ouais, j'aime cet effort long et j'aime aussi ce qu'on ressent après un effort long, la satisfaction de l'avoir fait. Enfin, on sent vraiment qu'on s'est donné. Donc, ouais, non, je prends beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, je m'entraîne un peu avec le club de Villeneuve-d'Ascq, donc à côté de Lille. Et il y a beaucoup de coureurs de 800 et c'est vrai que quand je leur dis que j'ai, 8 fois 1000 à faire, Non, c'est vrai que chez les coureurs de 800, dès que ça dépasse 50 minutes, ça leur paraît super long. Moi, c'est juste un petit footing, 50 minutes. Donc,
Ah bah tout est une question de perspective, hein. Ça c'est même des coureurs olympiques, des fois tu leur dis j'ai fait 20 km, ils sont impressionnés. Alors toi c'est un côté un peu, si je comprends bien, un peu méditatif, un peu de bien-être, un peu de l'endorphine. Il y a quelque chose de presque chimique qui se passe quand tu vas courir sur ces longues sorties, et je pense que nos auditeurs aussi peuvent le comprendre. On peut des fois avoir un peu des idées noires, être un peu anxieux la nuit, au travail, en voiture, mais j'ai pas le souvenir moi d'avoir déjà été pas bien en courant en fait. Je sais pas, comme si quand on courait il se passait quelque chose, mais on est toujours positif en fait quand on court, les idées viennent, c'est fluide. Souvent d'ailleurs on dit cette expression qui dit on part courir avec des problèmes et on rentre avec des solutions. Ouais. Toi c'est vraiment quelque chose que tu constates, même toi à haut niveau finalement c'est pas un truc qui est réservé qu'aux coureurs récréatifs quoi. Ouais, non, c'est vrai que bon, il y a des fois des séances que j'appréhende un peu, donc je me dis je suis pas trop pressée d'être à cette séance-là parce qu'elle va être dure. Mais au final, même dans l'effort, dans la souffrance, je me sens bien, je me donne, et après je suis hyper je suis libérée, et je suis en plus fière d'avoir réussi souvent ma séance. Donc ouais, c'est vraiment pour moi un moyen de me défouler. Et c'est surtout ce que j'aime bien, c'est après la séance, ce qu'on ressent. Ah bah ça c'est la satisfaction, c'est sûr qu'on mérite son repas, on mérite son repos, il y a vraiment une forme de... Ouais. Voilà, on sent on se sent vraiment tout simplement bien. Alors, tu vas t'essayer sur plus longue distance, quelques 10 km, mais très vite il y a une distance qui va t'attirer, c'est le marathon. Et le marathon, c'est vrai que c'est le Graal de l'endurance, c'est aussi... un défi personnel pour beaucoup de personnes qui se lancent sur marathon. Des fois, c'est même le défi d'une vie. Il y a des gens, ils se lancent sur marathon, ils ne sont pas forcément sportifs et ils se disent allez, c'est très symbolique le marathon. Pour toi, ça représente quoi justement ces 42 km 195 ? Quelle émotion, à quoi tu penses ? Quelle émotion ça va déclencher chez toi justement quand tu penses à cette distance qui est le marathon ? Alors c'est vrai que quand je me suis projetée sur marathon, et quand j'ai préparé mon premier marathon, pour moi c'était la distance mythique dont tout le monde parle, et pour moi il faut faire un marathon dans sa vie, donc j'avais hâte de découvrir cette distance. Et après, ce que vraiment j'aime dans le marathon, c'est les émotions qu'on ressent tout au long de la préparation, mais surtout sur la course. Et quand on passe la ligne d'arrivée, c'est vraiment des émotions que je ressens sur aucune autre distance et qui me donnent envie à chaque fois de recommencer dès que j'ai fini, quoi. Donc c'est vraiment toutes ces émotions. Et en plus, souvent, les marathons, c'est des grosses courses où il y a des milliers de coureurs, des pros, des amateurs. Et en fait, c'est cette ambiance, ce partage, tout le monde se dépasse, mais c'est comme une grande fête. Et il y a une communion un peu entre les coureurs, c'est ça ? Comme une grande fête, et à chaque fois, j'ai envie de recommencer et d'être de la partie pour le prochain. Donc pour toi, c'est vraiment une distance à part. Il y a le marathon et il y a les autres courses, quoi. Ouais, même le semi-marathon, par exemple, c'est pas du tout pareil. Je ressens pas du tout la même chose que sur marathon, et je pense que c'est le fait d'avoir une grosse préparation, et on se dit, c'est aujourd'hui le marathon, et si je me loupe, j'en ferai pas un autre la semaine d'après. Enfin, c'est vraiment l'attente qu'on a de faire cette course et de se dépasser pendant plus de 2 heures, quoi. Pourtant, le marathon, avec sa dimension mythique, les légendes aussi qui l'entourent, notamment le fameux mur, enfin tu vois, il y a tout un imaginaire autour du marathon. C'est une épreuve qui peut aussi être intimidante. Alors je sais que c'est un peu tabou dans le monde du haut niveau, mais est-ce que tu as quand même déjà, avant peut-être de te lancer cette distance, ressenti un peu de peur, un peu d'appréhension à l'idée justement d'aller affronter ces 42 km 195 ? C'est ça aussi que j'aime sur le marathon, c'est que c'est la seule épreuve que j'appréhende, peu importe ma préparation, je vais l'appréhender, parce qu'on dit souvent que c'est la forme du jour qui compte le plus, et on peut être très bien préparé et louper sa course. Donc en fait, c'est ce stress que je ressens avant la course, un peu l'adrénaline, que j'adore aussi. Bon, forcément sur le moment on kiffe pas toujours, mais après on se dit non, vraiment c'est cette sensation là demain c'est le grand jour, j'y vais, je vais tout donner. Donc ouais, c'est vraiment ça que j'aime, même si c'est le stress, c'est pas toujours très agréable. En fait, c'est la seule distance qui me fait cet effet-là, et qui fait que j'ai envie de continuer dans les prochaines années. Alors, je l'ai dit en introduction, en février dernier, lors du marathon de Séville, tu as battu le record de France.
Alors ce record, c'était celui de Christelle Donnet, hein. C'est pas n'importe qui, c'est une véritable légende dans notre sport. Un record qui tenait depuis presque 14 ans, je crois. Toi, quand tu t'es aligné au départ de la course, est-ce que tu sentais que tu allais réaliser un exploit, peut-être pendant l'échauffement, peut-être la veille de course, la nuit aussi de la course? On parle souvent, tu sais, de l'état de flow, cet état où quand on se met à courir, on a l'impression de voler, on est sur un petit nuage. Il y a beaucoup de coureurs justement qui cherchent à recréer ça. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti sur ce marathon de Séville? Alors, pas forcément, parce que c'était pas l'objectif pour moi de battre ce record de France sur cette course. Je l'avais en tête, mais je m'étais dit ça sera peut-être pour les prochains marathons. Et je savais que j'allais partir à peu près sur les allures de ce record-là, mais dans ma tête, il allait forcément y avoir un moment où j'allais un petit peu ralentir, parce que je prenais beaucoup de risques quand même en partant sur cette allure. Donc pendant la course, en fait, j'y pensais oui et non, parce que dans ma tête, ce que je voulais surtout, c'était faire le meilleur temps possible, passer en 3e position chez les féminines, forcément. Donc essayer de mettre la barre le plus haut possible, mais je pensais pas record de France. Par contre, sur la fin de course, c'est ce qui m'a redonné un peu un second souffle sur les derniers kilomètres. Parce que pendant la course, il y a mon lièvre qui m'a lâché et ça, c'était pas prévu. Et je me suis dit, mais là, t'es sur le record de France, vas-y, quoi. Il te reste 20 minutes de course. Ce que t'es en train de faire, c'est fou et donne tout pour pas regretter. Donc, c'est ce qui m'a vraiment porté sur la fin. Et j'ai retrouvé des jambes que j'avais perdues pendant 5 kilomètres. Donc, ouais, je pense que là, ça m'a porté. Mais de base, c'est vraiment pas ce à quoi je pensais, même en aligné sur la ligne. Pour moi, c'était vraiment de donner le meilleur pour essayer de placer la barre le plus haut possible. Alors tu nous dis que t'aimes bien cette gratitude, cette satisfaction après même ne serait-ce qu'une sortie longue où on se dit tiens, c'est le goût du travail accompli. Qu'est-ce qu'on ressent quand on bat le record de France sur marathon, quand on devient finalement la Française la plus rapide de tous les temps sur cette distance mythique? J'imagine que la nuit qu'on passe, ça doit être particulière juste après ça. Déjà, en fait, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est tous les messages que j'ai pu recevoir, des gens qui m'envoyaient qu'ils avaient été hyper émus, qu'ils avaient sauté de joie, qu'ils avaient eu la larme à l'œil et tout. Je me suis dit, c'est fou en fait, le partage, la transmission des émotions. Je me dis, j'ai ému beaucoup de gens et donc au début, j'ai eu un peu de mal à réaliser quand même que j'avais le record de France. En fait, l'émotion principale, c'était du soulagement parce que j'avais réussi mon objectif. Faut savoir que j'avais enchaîné le marathon d'Amsterdam plus celui de Séville en 4 mois. Donc ça a été beaucoup de préparation. J'étais partie m'entraîner seule. Donc j'avais un peu tout misé sur ce marathon-là. C'était mon marathon de la dernière chance, entre guillemets. Donc j'étais plus soulagée en me disant, je l'ai fait. Et après, c'est sûr que la fierté est arrivée un peu après, mais c'est clair que je me suis dit, là, j'ai le record de France et même si on me le reprend plus tard, j'aurais eu un record de France dans ma carrière déjà. Un record qui tenait depuis 14 ans quand même. Ouais, c'est vrai que j'étais... C'est pas rien, quoi. Ouais, t'as eu un message d'ailleurs de Christelle? Est-ce que vous vous êtes appelé quand on n'est jamais propriétaire d'un record finalement, on le tient. Est-ce que vous vous êtes parlé avec Christelle Donnet? Oui, elle m'a envoyé un petit message après la course, mais en fait, avant chaque marathon, comme elle commente les marathons en direct, elle m'appelle ou elle m'envoie toujours un petit message pour savoir comment s'est passée ma préparation, quel va être l'objectif, etc. Donc, j'avais eu plusieurs contacts avec elle sur les derniers mois et elle m'a envoyé un petit message en me disant qu'elle était contente que j'ai eu son record. Bon, après, forcément, je me mets à sa place. Je pense qu'il y a toujours une petite pointe. Mince, j'ai plus le record, mais j'ai senti beaucoup de bienveillance dans son message, donc... Non, c'est vraiment quelqu'un de génial et je suis contente d'avoir pris le record de Christelle. Alors, tu nous l'as dit, tu as eu un petit souci lièvre et c'est vrai que c'est assez monnaie courante. Les Français, c'est compliqué de trouver des lièvres. Alors, pour expliquer cette notion-là, on n'est pas tous familiers avec ça. Le lièvre, c'est quelqu'un qui va se mettre devant le coureur, devant nous, et qui va gérer un peu l'allure à notre place. Et c'est souvent, même sur le marathon de Paris, qu'il y a des problèmes de lièvre. C'est toujours assez compliqué. C'est un vrai challenge pour les coureurs français de trouver des bons lièvres. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte ? Est-ce que c'est vraiment un plus de bénéficier d'un lièvre ? Parce qu'on sait que l'effet aérodynamique, c'est pas comme en vélo, ça joue pas pareil. Est-ce que tu penses que c'est vraiment si stratégique que ça ? Et si oui, quels sont pour toi les plus d'avoir un lièvre quand on est une marathonienne ?
Alors moi, le lièvre que j'avais à Séville, c'était le même que j'avais eu à Amsterdam. En fait, à Amsterdam, il était là de par l'organisation. Et comme j'avais loupé les minima de 5 secondes à Amsterdam, il était dégoûté pour moi. Et il m'avait dit, quand tu recours, dis-le moi, je t'emmènerai. Parce qu'à Amsterdam, il allait jusqu'au bout avec moi alors que c'était pas prévu. Là, c'est l'inverse. S'il devait aller au bout, il y est pas allé. Mais du coup, c'est un Anglais et on est resté en contact. Et c'est vraiment quelqu'un que je trouve génial. On discutait assez régulièrement sur Instagram. Et donc, déjà, c'est bien, c'est d'avoir confiance en son lièvre, de le connaître un peu. Je pense que c'est déjà un plus. Après, bon, il a eu un souci au 31e kilomètre. Je pense que c'était un souci de ravitaillement. Il est arrivé la veille au soir assez tard et ils ont fait les ravitaillements assez rapidement. Peut-être un problème de dosage ou un ravitaillement qu'il n'avait pas l'habitude de prendre. Il a eu des crampes. mais ouais, moi, je pense que c'est quand même une clé de la performance. Mais pourquoi du coup? Parce que tu n'as pas à gérer les allures, parce que tu peux te mettre derrière et du coup tu coupes le cerveau et tu n'as plus qu'à suivre la personne devant toi, un peu en mimétisme. Qu'est-ce que foncièrement ça va changer une course avec un lièvre par rapport à une course sans lièvre? Ouais, non, clairement. Alors moi, je m'entraîne beaucoup toute seule. Et dès que déjà sur les entraînements, j'ai quelqu'un avec moi, comme par exemple hier soir sur la piste, j'avais quelqu'un avec moi, bah, je vais beaucoup plus vite. Je vais plus vite, naturellement, sans forcer. Donc sur le marathon, c'est pareil, on se cale derrière le lièvre et on a juste à dérouler sans trop réfléchir. Bon, forcément, je regarde un peu ma montre pour voir si on est bien sur les allures et contrôler, mais bah, on se laisse porter. Et justement, quand il s'est arrêté, j'ai senti direct que bah, l'allure, elle devenait plus dure à tenir, alors que ça faisait déjà 30 km que je la tenais assez facilement. Donc, ouais, je pense que c'est surtout le fait de ne pas regarder sa montre tout le temps, toutes les 3 minutes. Parce que, mine de rien, sur marathon, si toutes les kilomètres, on perd sur marathon, c'est 42 km. Donc, si 42 km, on est un peu dans l'anxiété, on doit réfléchir, est-ce que je suis dans les bonnes allures et tout. Bah là, cette charge mentale, on la délègue à quelqu'un d'autre finalement, surtout si on lui fait confiance. Ouais, c'est ça. Moi, je regardais ma montre tous les 5 km à peu près. T'arrives à pas regarder tous les kilomètres, toi? Non, je désactive l'autolab parce que, bon, de toute façon, la montre, elle capte jamais très bien. Et je regarde pas trop. Je me fie surtout à mes sensations. Et de temps en temps, quand je sentais qu'il accélérait un petit peu, je me disais, bon, je regardais vite fait, mais pas trop. Je préfère pas trop regarder et juste me fier à ma respiration, mes sensations. Toi, tu découpes un marathon en tranches de 5 km. Je sais qu'il y a certains coureurs qui font ça. Ils se disent finalement, c'est un peu ce qu'on les Japonais appellent le kaizen. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un objectif qui est comme ça, qui est énorme, hein, 42 km 195, c'est quand même avec ces intensités-là, c'est quand même un sacré objectif. Ils se disent, on va découper de 5 km par 5 km. Et donc, c'est 5 km à la fois. L'objectif, c'est pas de terminer la course, c'est d'aller toujours aux 5 km suivants dans les allures données. Et c'est vrai que ça fait un peu moins de pression. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises, toi, comme stratégie? Bah, j'aime bien me dire, bah là, je viens de faire déjà 5 km, 10 km, 15 km. Et en fait, après le semi, je me dis, bah là, il me reste 15 km, j'en ai déjà fait 25. Enfin, j'aime bien calculer, bon, c'est sur mon côté matheuse qui ressort, mais j'aime bien calculer mes allures. Je les note pas, mais je les calcule. Et c'est vrai que ce 5 km bah, passe beaucoup plus vite. Surtout qu'il y a les ravitaillements après tous les 5 km. Donc ça permet de découper un peu le marathon, ça c'est vrai, et de pas se dire bah là il me reste encore 2 heures à courir. ça fait un peu mal au moral. Bah, c'est vrai qu'au 30e kilomètre, quand on se dit voilà, il me reste encore 12 km à faire, surtout quand on a un peu ça vient d'être dans le dur, psychologiquement de se dire plus que 12 km plutôt que il me reste encore 12 km. Bah c'est pas la pensée positive hein, mais on va pas rentrer dans les théories, mais c'est quand même mieux quoi. J'aime bien me dire par exemple s'il reste 10 km, je me dis mais t'en as déjà fait souvent je me dis t'en as fait 22 de plus que ceux qui te restent, donc c'est rien en fait ce qui te reste, et c'est ça dans ma tête. J'ai pas fait tout ça pour rien. Ouais, je me dis, mais aussi des fois je remets en minutes et 10 km au final c'est quoi 35 minutes sur 2h30, enfin ouais, j'essaye de... C'est le décrassage. Ouais. Alors justement, on parle beaucoup du mur, c'est quelque chose qui peut effrayer les marathoniens parce que voilà, c'est souvent quelque chose qu'on décrit comme un mur. Vraiment, faut vraiment imaginer un mur qu'on se prend en pleine face, hein. C'est-à-dire que ça vous coupe les jambes, vous avez plus d'énergie, vous êtes dans un état un peu second. Est-ce que toi, c'est des sensations que tu connais? Est-ce que tu l'as déjà rencontré, ce fameux mur, sur l'un des 3 marathons que tu as couru? Alors non, j'ai pas encore eu ce mur et j'espère que je l'aurai jamais d'ailleurs, mais c'est vrai que sur mon premier marathon, tout le monde m'en avait parlé, je me disais voilà, c'est quoi ce mur et tout, et à Valence, au final j'ai pas eu de ce mur, je suis restée stable du début à la fin.
je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'est parce que j'avais pas pris beaucoup de risques sur mon premier marathon. Et à Amsterdam, du coup, j'avais peur aussi. Mais pareil, rebelote, j'ai fait la même allure du début à la fin. Je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être encore, j'ai eu de la chance. Mais à chaque marathon, je me disais, mince, ce mur, je vais peut-être me le prendre là sur le 3e marathon à Séville. Donc tu y pensais quand même, hein. Ouais, tu j'y le pense toujours redoutais, parce presque. que je me dis, c'est quand même, ça reste un marathon, c'est long. Et à Séville, pareil, j'ai pas eu le mur, donc je me dis en fait c'est peut-être un mythe ou alors c'est peut-être certains qui partent trop vite, mais pour l'instant j'ai pas eu ce mur-là et à chaque marathon j'ai été stable presque du début à la fin, donc. Bah, normalement, voilà, quand on fait bien les choses, qu'on a une bonne planification d'entraînement, une bonne charge, une bonne récupération, une bonne nutrition, on limite vraiment les chances de le rencontrer. En tout cas, c'est loin d'être une fatalité, ce mur. Le mur, normalement, on dit souvent qu'il arrive après, parce on doit se préparer justement à la course. Et ça peut rassurer nos éditeurs. C'est vraiment... voilà, si on fait bien les choses, il y a même statistiquement peu de chances que vous le rencontrez parce que vous êtes entraîné, préparé pour. Voilà. Donc ça, c'est quand même rassurant d'entendre ça. Alors, justement, en parlant de préparation, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on rentre un petit peu dans les coulisses de ta prépa pour ta prépa marathon. Alors évidemment, on ne peut pas parler de séances d'entraînement avec toi sans mentionner Aziz Zidane, ton coach qui te suit depuis plus de 10 ans. D'ailleurs, j'ai l'impression que qu'avec lui, c'est pas juste une histoire d'entraînement, il y a aussi une vraie relation humaine que vous avez su créer au fil du temps. Et vous avez quand même construit, j'ai l'impression, moi, d'un point de vue extérieur, que vous avez construit quelque chose quand même de fort, basé sur le respect, basé sur la confiance. Est-ce que tu penses justement que cette relation que tu as avec ton entraîneur, elle est clé dans ta réussite, dans ton succès que tu as aujourd'hui ? Bah, clairement, moi, je pense que l'entraîneur... déjà, moi, j'ai 100% confiance à Aziz et quand il me propose le plan d'entraînement, la préparation du marathon, etc., je vais jamais me dire « Ouais, non, je vais remettre en cause, etc. » On peut en discuter si je trouve qu'il y a une séance qui me fait peur, etc. Mais souvent, j'ai 100% confiance en lui et c'est clair que c'est la base déjà de la relation coach-athlète, c'est de la confiance et surtout alors on est à distance, hein, il m'entraîne depuis les Ardennes, donc je le vois pas très très souvent, mais on s'appelle très très régulièrement et je pense que la clé aussi c'est l'adaptation, c'est-à-dire que si il y a un jour où je l'appelle, je lui dis bah là je me sens fatiguée ou je sens pas la séance, etc. On va direct adapter et ça faisait beaucoup de discussions et surtout je pense que déjà il me jugera jamais, peu importe ce que je vais lui dire, je vais dire ouais non là j'ai pas réussi. Des fois ça m'arrive très rarement de l'appeler même pendant la séance, au tout début de la séance je sens que j'y arrive pas, enfin la première répétition je suis déjà cuite, donc je l'appelle et là il me dit bah non bah stop, tu vas en footing, etc. Donc non, c'est vraiment une relation, surtout que maintenant depuis presque 10 ans il me connaît très très bien et rien que selon ce que je lui dis, il adapte direct, il sait si je suis en forme ou pas. Et donc moi, je lui fais 100% confiance. Et humainement, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Il entraîne beaucoup d'athlètes dans mon club, justement. Mais il est là pour tout le monde. Il est passionné. Il est bénévole aussi parce qu'il est instituteur. Et vraiment, c'est quelqu'un avec qui je m'entends hyper bien et il y a une vraie relation depuis presque 10 ans maintenant. Alors, ce respect, il est mutuel parce que j'ai lu une interview de ton coach dans un article du média Stadion qui te décrit comme étant une athlète modèle. Tu sais, celle qui loupe jamais un entraînement, sauf bien sûr quand tu es malade ou que tu as une blessure. Il parle de ta force mentale, il parle de ton autodiscipline comme étant pour lui presque hors norme, que tu es capable de t'entraîner toute seule. Même quand c'est des séances difficiles et longues, toi la solitude ne te fait pas peur. Apparemment même pas la pluie, le vent t'arrête, voilà, même pas la chaleur. T'es une athlète qui reporte, selon lui en tout cas, jamais une séance. Il a jamais vu ça. Alors c'est quoi ton secret? Comment est-ce que tu fais pour garder cette motivation et cette discipline de fer sur tous les jours où franchement on préférerait rester sous la couette, parce que je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Toi apparemment, en tout cas selon ton entraîneur, tu sais pas ce que c'est qu'annuler une séance pour regarder une série.
Non, bah après, moi je viens des Ardennes et j'habite à Lille, donc la météo, je pense que maintenant c'est plus un sujet, c'est plus un sujet pour moi, peu importe la météo. Mais bon, c'est vrai que quand il fait beau, c'est plus facile d'aller s'entraîner. Je l'ai bien vu pendant ma préparation marathon. Mais en fait, faut pas croire que je suis tout le temps hyper motivée et que j'ai tout le temps envie d'y aller. Quand je rentre du travail le soir et qu'il fait nuit ou qu'il pleut, il y a des fois où je me dis non, là j'ai vraiment pas envie et tout. Et en fait, souvent je me dis mais non, quand tu l'auras fait, tu seras contente et t'as tel objectif. En fait, souvent je pense aux objectifs. Je me dis mais t'as tel objectif dans 1 mois, dans 2 mois, et il faut que tu le fasses. Ça fait partie de la progression. Donc faut pas croire que je suis tout le temps motivée, mais ouais, il y a cette discipline là qui fait que j'y vais. Alors je sais pas. D'où ça me vient, mais c'est l'éducation peut-être. Tu penses que c'est tes parents qui ouais, comment tu l'expliques cette autodiscipline, justement, cette capacité à voilà, finalement toujours être orienté sur il faut le faire, je me pose pas la question, je le fais, quoi. C'est vrai que depuis petite, mes parents m'ont toujours un peu éduquée comme ça. Et d'ailleurs, mes études ont toujours été ma priorité, même après le bac, etc. Je voulais finir mes études avant d'essayer de me professionnaliser. Et même dans mes études, je voulais tout le temps être la meilleure. Donc en fait, je pense qu'il y a une... Il y a aussi ça, c'est que je veux être la meilleure. Je me dis, mais si tu veux être la meilleure, il faut que tu le fasses. Donc, il y a quelque chose comme ça. Mais souvent, ce qui me pousse à y aller, même quand je ne suis pas motivée, c'est de me dire, quand tu l'auras fait, tu te sentiras bien, tu seras fière de toi, etc. Alors que si tu n'y vas pas, ok, tu vas pas aller courir sous la pluie, mais est-ce que tu vas te sentir bien au final de ne pas y aller? Je crois pas. Donc, En fait, si ce qui te rend heureux sur le court terme, c'est pas forcément ce qui te rendra heureux sur le long terme. C'est-à-dire que si tu n'y vas pas, tu te dis ok, je suis fatigué. Alors je parle pas si vraiment on a un état de fatigue très important, tu l'as dit toi-même. Voilà, moi il y a des fois j'arrive, j'ai pas la séance, j'appelle. Ou si c'est la tempête, voilà, on si annule. C'est la tempête, mais... évidemment, attention, c'est pas ce qu'on dit parce qu'il faut Clairement. toujours la santé, c'est le bien le plus précieux. Donc faut jamais aller contre nature. Mais quelquefois on a un peu la flemme. Voilà, c'est humain, ouais. C'est normal. Et c'est vrai que ça peut être tentant de se dire finalement. Là, qu'est-ce que j'ai envie tout de suite maintenant? C'est ça. Et donc, on va avoir une satisfaction à très court terme, mais qui très vite va laisser place à quelque chose un petit sentiment de culpabilité, se dire ouais, mais franchement, voilà, j'ai un projet, j'ai un objectif, c'est quelque chose d'important pour moi dans mon parcours, et finalement, je vais contre ça. Donc, ce que je veux pour moi sur le très court terme, c'est pas ce que je veux pour moi sur le très long terme. Et il y a cette opposition, cette dualité un peu entre les deux. Et voilà, et c'est bien de se dire, ce qui compte, c'est pas forcément ce que je veux tout de suite. Ce qui compte, c'est ce que je veux plus tard, ce que je veux sur le long terme, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis au final, oui, c'est agréable de rester sous le plaid devant Netflix plutôt que d'aller courir sous la pluie. Mais dans 1 heure, je me sentirais mieux d'être allé courir dehors que d'être resté sous le plaid. Donc c'est clair qu'il faut. Je me dis souvent, ok, là maintenant tu veux ça, mais au final c'est pas vraiment ce que tu veux plus tard. Donc c'est souvent ce qui me motive. On regrette jamais d'être allé en séance quand on n'avait pas envie. Jamais d'être allé courir. Par contre, on regrette souvent l'inverse quand on n'y va pas. Souvent, on regrette, on se dit. Hop. Et puis souvent aussi, ce qu'il faut dire. Ça devient une habitude après. Déjà, ça devient une discipline. Déjà, on se pose plus la question, quoi. Ouais. Certes, au début, on n'a pas envie, on traîne un peu des pieds, mais finalement, au bout de 20 minutes, on se sent bien. Et moi, j'ai remarqué que c'est souvent quand on a moins envie d'aller courir, qu'on en a le plus besoin. Tu vois, et souvent on se dit oui, c'est dur, la démarche d'y être allé, la démarche de m'habiller, tu vois, je vais être là, oh ma montre elle est pas chargée, oh j'ai envie d'aller aux toilettes, oh tu vois, je vais tout faire pour essayer de trouver des stratégies pour pas y aller. Et finalement au début ça va être dur, mais au bout de 10-15 minutes, on se dit mais c'est super, c'est trop bien. Et en fait ce run m'a fait trop du bien, parce que quand on n'a pas envie d'y aller, c'est que peut-être derrière il y a un peu d'anxiété, il y a le travail, il y a tout ça. Et en fait c'est souvent même là où on a le plus besoin d'aller courir, c'est souvent quand on a moins envie, quoi. C'est contre-intuitif. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on regrette jamais une séance. Ouais, c'est clair. S'il y a des gens qui hésitaient à aller courir ce soir, ils vont être motivés. Là, on va leur donner un peu de motivation. Alors, rentrons, sans plus attendre un peu dans le cœur. Je vais te poser des petites questions un peu plus techniques. Voilà, on va rentrer un peu, on va mettre les mains dans le cambouis de ta préparation. La première question que j'ai envie de te poser, tu le sais, dans le monde de la course de fond, le volume d'entraînement est souvent un sujet qui fait débat, qui déchaîne un peu les passions, avec des modes, des tendances qu'on peut observer. Toutes celles et ceux qui connaissent, toi tu cours depuis plus de 10-15 ans et tu vois qu'il y a des philosophies, des fois, des modes, des choses qui s'opposent. Selon toi, un marathonien, une marathonienne, doit-il nécessairement cumuler un très gros volume d'entraînement hebdomadaire pour atteindre l'excellence? Est-ce que vraiment c'est la clé de la réussite à très haut niveau?
Alors, je pense qu'il faut un minimum de volume, mais après, je pense surtout que ça dépend de chaque personne. Il y en a qui ont besoin de faire beaucoup de kilomètres pour que leur corps puisse encaisser après le marathon. Il y en a qui n'ont pas besoin de beaucoup, et si d'ailleurs ils font trop de kilomètres, ils vont se blesser. Moi, je suis plutôt dans dans cette deuxième catégorie où je commence à augmenter mon kilométrage à chaque marathon, j'augmente un peu le kilométrage, mais j'ai démarré avec un kilométrage pas très faible, mais assez faible dans le milieu du marathon. Et je pense que ça dépend de chaque personne, de ce que le corps peut encaisser et de ce dont il a besoin aussi pour pouvoir... Moi, je sais que j'avais déjà une certaine base et que plus c'était long, mieux je me sentais. Donc, je n'ai pas forcément commencé avec beaucoup de kilomètres. Je pense que c'est très personnel. Ton programme d'entraînement marathon, tu travailles sur 12 semaines de prépa spécifique marathon ou 8 semaines, 16 semaines? C'est pareil, là ça a été un peu progressif. Pour mon premier à Valence, j'avais fait 8 semaines, parce que j'avais une petite blessure avant dans tous les cas, donc j'étais limitée à 8 semaines. Amsterdam, 9 semaines. Mais il faut savoir qu'il y a quand même une base déjà. Bien sûr, je suis déjà bien avant. Et là, sur Séville, j'étais plutôt sur 11 semaines. 11 semaines, donc plutôt standard 11-12 semaines. Là, j'étais un peu plus dans le standard. Et du coup, tu commences en volume. Première semaine 1, tu es à combien de volume et jusqu'à ton pic en termes de volume hebdomadaire, si tu peux me donner quelques chiffres? Alors là, sur Séville, je vais prendre la dernière prépa, c'était plutôt... Première semaine, comme ça on voit la progression, c'est intéressant. Alors j'ai fait plutôt, on va dire, 4 semaines à 145 km, 140-145, avec beaucoup de... Dès le début, première semaine, tu commences à... Ouais, faut savoir 100, que je suis 120, déjà 130. au moins à 100 hors prépa marathon, donc assez... forcément, il y a un petit gap, mais je pars pas de 50 km semaine, donc je devais être à 110 les semaines précédentes. Et donc, j'ai fait 4 semaines en décembre à 140-145 avec beaucoup de seuils, de fonciers, etc. Et après, je suis partie en stage au Portugal à partir de janvier. Et là, j'ai augmenté progressivement le kilométrage. J'ai refait encore, je pense, 1 ou 2 semaines à 145, 150. Et après, j'ai fait 3 semaines là, avec plus de volume à 180. Et puis après, je suis redescendue parce que c'était les 3 dernières semaines. Donc voilà, on va dire si on fait une moyenne, on est plus autour des 160, 170 km semaine. Si on fait une moyenne je pense 160. Il y a eu plus de semaines à 145. Ouais. Et tu penses que tu as les capacités? Est-ce que quand tu vois des athlètes qui font 230, 240 km semaine, des fois qui s'entraînent 3 fois par jour, j'imagine que tu fais aussi du bi-quotidien, toi un petit peu. Est-ce que quel regard tu portes par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est pas un peu too much? Est-ce que tu penses que il faut passer par là si on veut du très très haut niveau? Ou c'est tout simplement une mode et on rajoute pour se gagner en confiance et c'est plus psychologique qu'autre chose? Je pense qu'il y a une petite mode quand même avec toutes les applications Strava, tout ça, un peu... Tout le monde se regarde et va dans la surenchère. Il a fait ça, il a fait telle séance, etc. Donc je pense qu'il y a une petite mode. Après, ça joue forcément. Hein. Oui, forcément. Tu dis, l'autre, il a fait 200 km, moi j'en ai fait que 180, je vais pas être aussi fort. Ouais. Donc non, moi je pense pas qu'il y ait besoin de faire de tripler dans la journée et de faire 250 km. Après, s'il y en a qui préfèrent et qui encaissent, ça, c'est chacun fait comme il veut. Moi, je sais que je pourrais pas encaisser une si grosse charge. Jusqu'à 200 km, je pense que je peux encaisser. Au-delà, j'ai plus de risques, je pense, de me blesser ça risque d'être... j'ai plus de chances de me blesser et ça sera pas bénéfique pour moi. Ouais, et puis il faut bien penser que au-dessus de 150, 160 km, les kilomètres à ajouter en additionnel, ils sont durs à aller chercher, parce que plus on a un volume, c'est comme un chrono, quoi. Plus on baisse le chrono, plus ça joue à la seconde. Mais c'est dépasser les 150, dépasser les 10 heures d'entraînement par semaine quand on court. Ça nécessite de la récup, c'est pas si simple que ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je constate aussi que même dans le milieu amateur, il y a beaucoup d'athlètes qui singent un peu les athlètes de haut niveau, et je vois des personnes qui font le marathon en 3 heures, moins de 3 heures des fois, 2h55 voire 3h10, et qui se mettent 160, 170 km par semaine. Je me demande si vraiment c'est la bonne stratégie pour faire moins de 3 heures, juste moins de 3 heures au marathon. Déjà, ils se blessent pas, c'est déjà bien. Ouais, je pense que franchement, il pourrait un peu plus travailler sur d'autres allures, travailler sur d'autres leviers. Moi, là, j'ai fait jusqu'à 180, mais j'étais athlète à 100% pendant cette période-là, et ça fait déjà du 25 km par jour. Enfin, faut les encaisser, et surtout, la prépa marathon, c'est sur 10-12 semaines, donc faut tenir. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement, parce que
tu nous as dit tout à l'heure que tu avais un peu ajouté du tempo, du seuil donc, dans ton programme d'entraînement. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'équilibre que tu as dans tes entraînements entre les séances d'endurance et les séances de vitesse pendant ta prépa marathon? Par exemple, à quelle séance de vitesse tu vas aimer faire? Est-ce que tu vas beaucoup polariser? Est-ce que tu vas au contraire travailler aussi sur des allures tempo, seuil, des allures VMA? Comment tu vas un peu équilibrer avec ton entraîneur? Comment vous allez équilibrer votre prépa? Alors, dans la semaine, il y a beaucoup déjà de footing facile, juste du footing à 4,45, 5 au kilo, ça, il y en a beaucoup. Après, là, à Séville, ce qui était bien sur ma prépa, c'est que j'ai vu que j'avais progressé sur tous les secteurs. Donc, mon seuil, j'étais à l'aise sur des allures un peu plus rapides. Donc, je fais pas mal de sorties longues. Surtout le dimanche, je fais une grosse sortie avec une partie un peu plus lente que l'allure marathon sur laquelle je suis vraiment à l'aise, mais que je peux tenir longtemps. Et après, pas toutes les semaines, mais presque, j'ai une séance de marathon, allure marathon, qui chaque semaine est un peu plus longue en termes de kilomètres. La dernière, c'était 12,8, 4 kilomètres, allure marathon. Et c'est pareil, il faut que je reste à l'aise sur ces séances. Donc il y a vraiment un peu tous les secteurs qui sont travaillés chaque semaine. Et j'ai souvent une ou 2 grands max séances piste avec des allures un peu plus rapides, type 20 x 500, 20 x 400 ou des choses comme ça. Quelle allure sur tes c'est une belle séance, 20 x 400, 500, c'est une belle séance. Ouais. En fait, c'est super long parce qu'avec la récup entre chaque 500, la séance, elle est super longue et c'est pas mes séances préférées. Et puis les 100 mètres, là, après les 400, tu les sens. Ça paraît pas, mais la dernière ligne droite, elle pique bien. Les 600, c'est pire encore. Ouais, non, j'aime pas trop le 600, mais... 600, c'est encore plus sadique. Je préfère 400, c'est bien. Mais les 500, je devais les faire... c'était pas hyper rapide, mais une 34. Une 34, ouais. Une 33 sur les derniers, mais c'était dans une grosse semaine d'entraînement. Combien de temps de récup tu mettais? J'avais 1 minute... 1 minute ou 1 minute 15. Donc tu vas travailler un peu ta vitesse. Là, c'est quoi? C'est plutôt aller 5 km ouais, 5-10 entre les 2 km. Ouais. Tu vas travailler donc tes allures marathon. Tu travailles spécifiquement tes allures marathon? Ouais, sur des séances. Sur des séances, tu travailles tes allures marathon sur les sorties longues ou tu les travailles vraiment sur des séances qui sont sanctuarisées pour ça? Non, vraiment des séances marathon. Sur les sorties longues, ça va être, par exemple, si je fais 2 heures de sortie longue, ça va être 2 heures, dont 1 heure, 1 heure et quart à l'allure seuil plus, à 3,40 par exemple. Ouais, donc plutôt allure seuil. Ouais, c'est ça, où je suis à l'aise, où je me promène et je suis pas essoufflée. Donc tu polarises pas tant que ça en fait. Ouais, non, j'ai vraiment des séances marathon où là, je vais avoir... par exemple, la dernière que j'avais faite, c'était 12,8,4, récup 1 km actif, et là, je suis allure marathon. Et le bon indicateur, c'est si je suis à l'aise sur cette séance-là, c'est que l'allure marathon est plutôt... ça sera plutôt bien sur le marathon, quoi. Alors justement, tu es encore récente sur marathon, tu es encore une jeune marathonienne. Alors tu as le record de France, donc c'est bien, 3 marathons déjà, le record de France en poche, mais tu es jeune, et il y a quand même une question qui se pose sur le marathon, parce que c'est vrai que quand on fait de la piste, quand on fait, j'ai envie de te dire, c'est tu pars vite, t'accélères, puis tu finis à bloc. C'est pas compliqué, quoi. Même le 10 km, c'est un peu ça. Le 10K, c'est ça. Le 10K, en gros, ça fait mal, ouais. Voilà, le 10K, faut y aller, quoi. Et c'est vrai que le marathon, t'as cette notion de gestion. Donc toi qui viens de la piste, toi qui as fait du 10K, la gestion de l'allure, c'est quand même stratégique. Comment est-ce que tu t'es entraîné justement à maintenir l'allure de course constante? Quelle technique tu as utilisée justement pour bien travailler ces allures à l'entraînement? Tu nous as dit que tu ne regardais pas forcément ta montre, et c'est piégeux, parce que déjà, travailler uniquement à la montre, il faut savoir que même quand vous êtes dans un parc, c'est pas les vrais kilomètres. Donc, et à haut niveau, c'est chirurgical. Donc, comment est-ce que tu travailles justement cette gestion d'allure? Est-ce que tu vas, comment tu vas spécifiquement travailler ça? À l'entraînement, je regarde ma montre assez régulièrement et j'essaye de m'entraîner dans des zones bien dégagées avec des lignes droites quand même assez longues, justement pour que le GPS capte au mieux. Et je regarde ma montre assez régulièrement. Mais après, c'est vraiment, je pense, une habitude. Tu sens la foulée, tu sais que c'est ta foulée marathon, tu sens que t'es à l'aise, mais pas trop quand même. Enfin, je pense que c'est vraiment apprendre à courir à cette allure-là. Et puis après, on enregistre un peu l'allure. Après, moi, je sais que je suis très régulière, peu importe. Par exemple, si j'ai une séance de 400, je vais tous les faire, pas dans la même seconde, mais presque. Tu vas pas partir, tu vas pas avoir des décalages. Non, ouais, c'est ça. Des fois, je me règle aux 100 mètres, mais ouais. Et par exemple, dimanche, j'ai été lièvre et pareil, j'étais très régulière, donc je sais pas. C'est une fois que j'ai enregistré l'allure, j'arrive à la garder au niveau de la foulée et de l'intensité.
Alors, tu nous as parlé un peu des sorties longues, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur la sortie longue parce que c'est la séance mythique des plans d'entraînement marathon. Toi, les sorties longues, justement, tu me parlais de sorties de 2 heures. Est-ce que tu les quantifies plutôt à la durée? Est-ce que tu les quantifies en termes de volume de kilomètres? Ou tu vas dire je pars 2 heures et puis en fonction des jambes, j'y vais à la sensation. Est-ce que tu vas dire non, je fais 30 bornes? Quelle est la sortie la plus longue que tu as faite en prépa marathon? Voilà, c'est ta stratégie spécifique sur les sorties longues. Nous, on fonctionne plutôt en temps avec Aziz. Donc, j'ai des sorties de 2 heures, de 2 heures et demie maximum. Et dedans, j'ai 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie ce qu'on dit actif, donc à 3,40, enfin, allure selon mes jambes, on va dire 3,40, 3,45. Et donc, Aziz, je pense qu'il calcule pour que ça fasse à peu près un volume précis, mais ça va pas jouer à 500 mètres près. Donc je pense que c'est surtout le temps, 2h30, ouais, je pense que c'est ma plus grosse sortie. Mais tu mets un peu de tempo quand même. Ouais, c'est ça, je fais 2h30. Tout le temps, à chaque sortie longue, tu les fais toutes les semaines? Ouais, je les fais tous les dimanches. Il y a quelques fois où je mets pas d'actif parce que j'ai fait une grosse séance la veille et que déjà rien que le fait de courir 30 km, ça va déjà être suffisant. Ouais, c'est ça, parce que quand même, avec ce tempo, ça laisse quand même des traces, quoi, même si... Oui, c'est. Après, c'est ce que j'aime bien aussi dans la préparation marathon, c'est qu'on sent que le corps il accepte de mieux en mieux ces sorties-là, et des fois le lendemain, j'ai pas l'impression d'avoir couru 35 km parce que le corps a pris l'habitude. Donc souvent, je mets quand même de l'actif entre 1 heure et quart, 1 heure et demie. Mais il faut pas que je force sur cette allure-là, il faut que je reste à l'aise. Donc si je suis pas bien, ça va être un peu plus lent, c'est pas grave. Et je pense que la plus longue que j'ai faite, ça doit être 37 km. J'avais 2h30 avec 1 heure et demie d'actif dedans. Ouais, c'est une belle sortie longue, quoi, quand même. Oui, mais après, de toute façon, je préfère quand il y a de l'actif que quand il y en a pas, parce que 2h30 juste en footing, sans allure un peu à surveiller quand même, je m'ennuie plus qu'en me disant là dans 20 minutes je vais partir sur telle allure pendant 1h30, après je vais ralentir. Non, mais c'est vrai qu'en plus on est quand même, c'est ce qui est moi, bien je suis toute seule. En plus si t'es toute seule, tu vois, c'est ce qui est bien aussi avec la prépa marathon, et tu le disais à l'instant, c'est que tu vois le corps progresser. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, je me souviens mes prépa marathon, enfin ma prépa marathon, parce que je n'en ai fait qu'une. Malheureusement j'ai voulu faire mon marathon pendant la période du Covid, donc j'ai préparé le marathon, et c'est vrai que les premières séances que tu fais sur l'allure 6 marathon, tu te dis mais waouh, comment je vais tenir ça et tout. Et en fait, c'est vraiment la prépa où tu vois vraiment le corps changer, le corps s'améliorer. Tu te dis au début, mais je ne tiendrai pas, ou comment ça va être compliqué. Puis tu vois vraiment, quand la prépa elle est bien faite, tu vois vraiment la montée en puissance qui est très nette, que tu constates. Enfin, moi, que j'avais jamais constaté quand je faisais de la piste, ou que tu fais du 10 km. Parce que j'ai envie de te dire, c'est un peu toujours dur, quoi. C'est un peu toujours pareil. Le marathon, tu as ce côté très rythme de croisière, et puis hop, hop. Et comme c'est très long la prépa, parce que c'est vrai que quand tu fais du 10 km, c'est toutes les 4 semaines. Tu vois, même sur l'été, la piste, tu cours tout le temps. Donc, c'est vrai que tu vois le corps progresser. Tu vois vraiment tu te vois progresser. C'est ça qui est aussi agréable. Ouais. Moi, je me souviens quand je suis arrivée à Montegordo pour 1 mois et demi, j'ai fait ma première spé marathon. Au bout de ma vie, je me suis dit, mais comment je vais faire pour tenir le marathon dans 1 mois et demi? Et puis au final, j'ai fait une séance sur la même allure plus longue à la fin, et j'étais à l'aise. Donc non, j'aime bien la progression, sentir que le corps accepte de plus en plus. Et même à chaque préparation marathon, moi, il accepte de plus en plus. J'ai aucune blessure. Donc non, c'est cool. En termes de charge d'entraînement, comment est-ce que tu gères le risque de blessure, de surentraînement, de fatigue mentale aussi? Parce qu'on sait, toi, tu travailles à côté. Alors, tu es salarié du groupe Decathlon qui aujourd'hui t'a permis d'aménager ton temps de travail. Tu as été assez précurseur, justement, je crois, dans cette entreprise pour ça. Mais voilà, tu avais quand même un travail à côté. Comment tu gères aussi tout ce qui est fatigue, surentraînement, fatigue mentale? Comment tu jauges un peu? Alors, pour chaque préparation marathon, j'ai pu partir en stage au moins une partie. Même quand c'était pour Valence, mon premier marathon, là, je travaillais encore presque à temps plein. Mais j'étais partie 1 mois en stage, j'avais posé des congés, etc. Donc, il y a un moment où je suis vraiment que focus athlée. Et là, direct, ça roule et je progresse assez rapidement. Sinon, après, c'est question d'habitude. Et moi, je suis très, très, très organisée. Donc, chaque journée est prévue, pas millimétrée, mais presque, en me disant je vais m'entraîner à telle heure, après, je vais au travail. Et je pense que c'est un rythme que j'ai depuis le début de mes études. Donc, c'est presque une habitude. Mais c'est vrai que je ressens plus la fatigue quand je travaille. Après,
bah pareil, j'en parle avec Aziz, si vraiment il y a une journée où je suis hyper fatiguée, on va pas prendre le risque de forcer et de vouloir faire la séance à tout prix, on la reporte au lendemain. Donc je pense que Tu cherches pas à coûte que coûte, t'es pas pas tu vois. forcément, non. Après, des fois, je me dis, bon, là, c'est juste une petite fatigue, mais ça va aller. Et des fois, même, je suis surprise de ma séance, où je fais une bonne séance alors que j'étais fatiguée. Et des fois, c'est l'inverse. Donc, si vraiment je me sens fatiguée, là, je le dis à Aziz. Et si je le dis à Aziz, il sait direct que vraiment, là, je suis fatiguée, on va aménager. Donc, ouais, je pense que c'est de beaucoup de gestion. Après, depuis 1 an et demi, justement, je travaille à 40%. Ça m'a changé le quotidien. Et pas forcément en termes de volume d'entraînement, mais surtout en termes de récupération. Je peux aller plus chez kiné, je peux dormir plus aussi, je vais plus courir hyper tôt le matin, donc ça m'a changé le quotidien et je récupère mieux du coup et j'enchaîne plus. Et est-ce que tu aimes bien justement un peu te vider la tête? On parlait de la charge mentale, c'est vrai que la course à pied, surtout dans le marathon, la longue distance, bah on est aussi passionné, donc voilà, on mange, et surtout marathon, quoi. Quand tu es en prépa marathon, on a vu surtout quand tu prépares les jeux, bah, tu y penses 40 fois par jour. Marathon. Mais même du coureur débutant qui fait son premier marathon, quand on se lance, on prépare marathon, franchement, on pense le matin, on se réveille, on pense marathon, on mange, on pense marathon, le soir, on pense marathon. Donc tout ça aussi, c'est au niveau cognitif, ça peut laisser un peu de traces. Est-ce que toi, est-ce que tu as d'autres passions? Est-ce que je sais pas, voilà, comment tu coupes un peu? Est-ce que tu ressens aussi des fois ce besoin de couper, même dans tes relations, parce que ça peut aussi être très envahissant, hein, cette culture running? Moi, j'aime bien justement le fait d'être focus pendant 2 mois, par exemple. Ça me plaît bien, mais c'est vrai que de temps en temps, là, j'étais contente d'avoir d'avoir couru assez vite et de pouvoir souffler un peu parce que ça faisait 4 mois que je pensais marathon, justement. Mais ce que j'aime bien, moi, j'adore cuisiner et c'est un peu aussi mon autre passion à côté de la course. Et quand je cuisine, là, ça me permet aussi de penser à autre chose. Sinon, après, bah, j'ai des amis qui sont dans la course à pied, mais du coup, ça me permet de sortir et de pas être que dans l'athlé. Mais le fait que ce soit des amis qui font de l'athlé, bah, ils comprennent aussi si des fois je suis pas là ou j'ai... Ah, c'est vrai que c'est plus facile quand t'as la famille parce que les gens comprennent. Oui, voilà, mon copain aussi court, donc ça, c'est beaucoup plus simple. Mais bon, le truc, c'est qu'après, on est tout le temps plongé, tout le temps en immersion dans le Mais moi, monde ça du me running. plaît bien. T'es encore jeune, c'est pour ça. Ouais, j'ai pas d'enfant, j'ai 2 chats, c'est déjà bien, mais... Alors justement, en parlant un peu de charge de gestion, de charge d'entraînement, avant le marathon d'Amsterdam, tu as réalisé 2 semaines, hein, je crois, avant le marathon d'Amsterdam, tu as participé au semi-marathon de Riga lors des championnats du monde, Ouais. où tu as réalisé un chrono de 1h10-35. Je sais pas si c'est ton record, je crois. Oui, c'est mon record. C'est ton record pour l'instant. Je te souhaite Ouais. de le baisser, de passer sous les 1h10, cette C'est barrière. prévu. Voilà, cette barrière un peu voilà, qui fait toujours plaisir d'être sous les 1h10. C'est une grosse performance quand même que tu as réalisée lors de ce semi-marathon. On sait que ça peut être aussi piégeux de faire un semi juste avant un marathon, surtout que là tu es sur des allures qui sont quand même nettement au-dessus de tes allures marathon. Toi, comment est-ce que tu as géré justement cette charge, faire un semi à bloc 2 semaines avant son marathon? Est-ce que tu penses que ça a laissé des traces positives ou négatives justement sur le marathon d'Amsterdam? Avec un peu de recul, comment tu analyses ça? Parce que c'est tentant d'aller faire un semi de Paris avant le marathon de Paris, d'aller faire le semi de Paris parce qu'on sait qu'on est affûté, Ouais. on sait qu'on est bien, on voit qu'on a progressé et on se dit voilà, toi, comment est-ce que tu as géré ça et quel regard tu portes justement sur l'enchaînement semi-marathon en quelques semaines, quoi? Bah, c'était prévu depuis longtemps que je ferais cet enchaînement-là. Bah, depuis que je savais que j'étais sélectionnée au championnat du monde, je me suis dit, mais je vais pas refuser une sélection au championnat du monde et en même temps, bah, je vais garder mon marathon parce que c'est celui-là que je prépare. Donc, bon, 2 semaines, c'est pas l'idéal. C'est mieux 3 semaines, mais je pense que ça peut être une bonne répétition, entre guillemets, de faire un semi avant le marathon. Moi, je l'ai pas fait à bloc, en fait. J'avais pour consigne de pas tout donner, notamment sur les derniers kilomètres, bah, où on est toujours tenté de tout donner, de sprinter, etc. Moi, j'avais la consigne d'en garder un peu sous le pied, justement, pour récupérer plus vite et pouvoir enchaîner une bonne séance 2-3 jours après. Donc, j'ai pas fait à fond. Et quand je passe la ligne, justement, je me sens fatiguée, mais je m'écroule pas, etc. Et je pense que ça a été aussi la clé de pouvoir faire... pour pouvoir enchaîner le semi 2 semaines avant le marathon, c'était de pas le faire à bloc.
Donc c'est pour ça j'aimerais bien battre ce 1h10-35 parce que je sais qu'à l'époque où je l'ai fait, je vais aller un peu moins. Mais je pense que... Donc t'en as gardé sous le pied, même si t'étais pas allure marathon, ouais. t'en as gardé un petit peu sous le pied. Ah, c'est pas évident, le championnat du monde. Non, c'est pas évident. Après, c'est surtout sur la fin où on a envie d'accélérer, quoi. Mais il n'y avait pas non plus une grosse densité, donc je me disais, même si t'accélères, tu vas pas récupérer de filles. Elles étaient à 100 mètres devant. Donc je suis restée prudente et je pense pas que ça jouait en ma défaveur pour le marathon. Justement, le fait d'avoir fait ce record et cette bonne performance en ne donnant pas tout, ça m'a mis en confiance. Et en plus, j'avais quand même fait première française, 18e au total. Donc ouais, non, ça m'a plutôt mis en confiance en me disant, là, t'es en forme, ça va le faire pour le marathon. Hyper intéressant d'avoir ce feedback de ta part. Quel regard tu portes sur l'entraînement croisé ? Est-ce que tu es quelqu'un qui va pratiquer d'autres sports ? Est-ce que c'est quoi ton avis par rapport à ça ? Est-ce que tu l'utilises ? Est-ce que tu croises un peu ? Alors, je croise avec le vélo, pas trop la natation. Enfin, si je vais à la piscine, c'est juste parce que je suis blessée en général, mais j'aime pas trop. Tu croises pendant ta prépa marathon ? Pendant la prépa marathon, je fais du vélo. J'ai pour habitude de faire au moins une fois dans la semaine du vélo, enchaîné avec du footing. Tu t'entraînes aussi seul à vélo ? Alors souvent je fais du home trainer, surtout quand je suis en stage, etc. Après l'été, j'aime bien faire des sorties vélo. Mon copain adore le vélo aussi, donc ça m'arrive de faire des sorties. Mais c'est plus en substitution du footing. Donc pendant ma prépa marathon, j'en fais toutes les semaines une fois. Souvent en fait je fais 1h30, 2 heures de vélo et derrière j'enchaîne 1 heure de footing. Et ça fait en fait un peu comme une sortie longue, entre guillemets, mais sans 3 heures d'impact ou 2h30 d'impact. Donc moi, j'aime bien. Ou sinon, je peux le faire aussi en récup. Si j'ai un petit footing de 50 minutes, mais que là, je sens que les jambes sont vraiment lourdes, je vais faire 1 heure, 1 heure et quart de vélo. D'accord. Donc vélo, ouais, donc c'est assez intéressant parce que vous n'êtes pas nombreuses et nombreux à croiser en prépa avec le vélo. Donc c'est curieux de voir que tu gardes ça, toi. Ouais, je fais pas de séance, mais j'aime bien quand même. Comment tu travailles un peu ta technique de course, ton économie de course ? Alors, tu nous dis tout à l'heure que tu avais une foulée qui était quand même plus habituée à ça. Est-ce que, par exemple, tu intègres, j'imagine, du renforcement musculaire ? Est-ce que c'est quelque chose déjà que tu maîtrises ou tu penses que c'est encore un axe d'amélioration ou tu penses que ça n'aurait pas d'impact sur toi de travailler le renfort ? Alors justement, après le marathon d'Amsterdam, faut savoir que sur la fin du marathon, il y a des petites bosses... Et en fait, j'avais du mal à les passer avec la fatigue, j'avais du mal à pousser. Je me suis dit, mais avec Aziz, ça faisait longtemps qu'on se disait qu'il y avait un travail à faire là-dessus. Et après Amsterdam, on s'est dit, non, mais là, il faut qu'on commence la préparation physique, le renforcement, etc. Et c'est là où j'ai commencé avec un préparateur physique juste après Amsterdam, vers le mois de novembre. Et là, du coup, depuis 3 mois, je fais 2 à 3 séances de renforcement par semaine. En salle ou En salle, ouais. Je fais, avec charge alors, c'est pas forcément des grosses charges, c'est plutôt en fait des exercices assez quand même dynamiques ou alors qui travaillent plusieurs secteurs en même temps. Donc, en général, c'est 7 à 10 exercices sur 3 quarts d'heure, 1 heure, où j'enchaîne des fois plusieurs séries du même exercice. Après, je passe à l'autre exercice, etc. Et j'ai vu vraiment... alors à Séville, j'ai vu vraiment la différence, mais j'ai commencé à la voir au fur et à mesure de la prépa. Ça a été game changer pour toi ? Pardon, ça a été structurant, je vais éviter les anglicismes, mais est-ce que vraiment tu as noté qu'il y a eu un avant, un après ? Alors clairement, je ne l'ai pas senti directement, mais au fur et à mesure, je sentais que mon corps était de plus en plus solide. J'ai eu aucune blessure ni aucune douleur pendant ma prépa marathon. Je récupérais mieux et puis j'ai progressé sur tous les secteurs, même la vitesse, etc. Donc je pense que ça m'a aidé, même si au début, forcément je venais de commencer en fin novembre-décembre, donc on a dû y aller progressivement parce que sinon les courbatures allaient être trop importantes pour pouvoir faire la prépa marathon en même temps. Mais là, même après le marathon de Séville, j'ai repris assez rapidement. Et je sens vraiment une différence. Quand je cours, je me sens plus solide. Et même physiquement, j'ai senti quand même mon corps changer un petit peu. Pas forcément beaucoup parce que je travaille pas des grosses charges, mais vraiment... La foulée, t'as vu une modification sur la foulée Ah ouais, alors moi, il faut savoir que j'ai tendance à un peu attaquer talon, surtout quand je suis fatiguée. Ce qui est normal, hein. Attention. Oui, mais... c'est normal de faire... oui, voilà. Mais on m'a beaucoup critiqué sur ça. Hein, mais... Non, mais ça a été étudié. Talon, ouais. On a plein de vidéos sur les grands marathoniens.
naturellement avec la fatigue, on a voilà. Ouais, mais moi ça m'engendrait pas mal de douleurs au niveau des périostites, etc. Donc bon, c'est quand même oui, si tu veux des sujet périostites à avec plus. ton volume d'entraînement, Ouais, voilà. c'est une blessure de débutant, c'est qu'il y a, c'est c'est biomécanique, on peut s'intéresser. Mais non, ouais, maintenant, mais même sur le marathon de Séville, sur toutes les photos que j'ai regardées, je suis bien placée. Bon, forcément, dans les 100 derniers mètres où je donne tout un peu moins, mais vraiment, il y a eu un changement dans mon placement qui reste. Enfin, il y a plus d'économie justement de course et sur marathon, ça, oui, bien sûr. Si tu économises sur 1 km, au final, ça fait de grosses différences. Ouais, tu m'étonnes. Alors, au-delà de ta passion pour la course à pied, tu es aussi, t'as été étudiante, étudiante plutôt brillante parce que tu as été majeure de ta promotion et tu as décroché un master en mathématiques et en statistiques. Du coup, j'imagine que tu dois avoir une attention toute particulière aux data en course à pied. Tu nous as dit d'ailleurs tout à l'heure, ouais, j'aime bien calculer, ci et ça. Est-ce que tu arrives justement à... je ne sais pas si tu as une passion pour les maths, mais est-ce que tu arrives à concilier un peu tes études en mathématiques et en statistiques avec ta passion pour la course à pied, avec ta préparation? Est-ce que tu vas un peu analyser des datas? Est-ce que tu vas faire des statistiques? Est-ce que tu vas regarder tes courbes? Est-ce que tu es un peu une geek, quoi? Voilà, c'est ça la question en substance que j'essaie de te poser. Alors, pas forcément. Je regarde certaines données, mais je suis pas une accro des données. Je vais pas regarder toutes mes courbes, mes pourcentages, etc. Je suis plutôt. Avec Aziz, on est plutôt sur la sensation. On travaille aux allures, selon les allures 10 km, etc. Donc, je regarde pas trop. Après, je pense que le côté maths qui ressort le plus, c'est vraiment c'est carré, c'est telle allure, c'est la rigueur de l'entraînement, etc. Après, moi, j'aime bien regarder, surtout sur les prépas marathons, la fréquence cardiaque, c'est vraiment ce que j'aime bien regarder. Et après, j'aime bien aussi regarder quand même la progressivité sur les kilomètres. Justement, si ma fréquence cardiaque diminue par rapport aux séances précédentes. Donc, je suis pas accro aux données, mais j'aime bien quand même un petit peu surveiller... Mais je me base pas sur ça en tout cas. Non, mais tu monitores quoi? Du coup, tu m'as dit fréquence cardiaque, tu vas regarder la courbe de progressivité, cadence, tu fais pas attention, puissance, tu fais pas attention. Non, cadence, puissance. Vraiment, je regarde la fréquence cardiaque, le kilométrage, principalement. Après, de temps en temps, j'ai fait des tests. Comment ça s'appelle, mince, j'ai plus le nom, de lactate, ouais. Mais c'était parce que il y avait l'encadrement de la Fédé qui était à Montegordo et qu'ils faisaient leurs tests, donc j'en ai fait quelques-uns pour regarder, mais sans y porter non plus trop d'importance. Mais bon, quand je voyais que j'étais assez basse sur une grosse séance, je me disais bon, c'est plutôt bien, je suis pas montée trop en termes d'intensité, etc. Donc je suis pas une accro de tout ça. Et puis, attends, on va revenir sur ça. Major de promo, master en mathématiques. C'est vrai que c'est vrai que souvent, alors c'est une idée reçue parce que moi qui connais bien le monde de l'athlète, je me rends compte que parce que souvent on met en opposition. Ouais. C'est un bon élève ou il est bon en sport. Et on a du mal à s'imaginer qu'on peut avoir, on peut dire le corps et l'esprit, quoi. Tu vois, on peut aussi être efficace. Toi, les études. Record de France sur marathon, master en mathématiques, major de promo. Tu cuisines très bien aussi. Est-ce que tu as des défauts, Méline, un petit peu Ouais, j'ai un mauvais caractère. Pour toi, c'est une question de mindset, c'est-à-dire que tu nous l'as dit tout à l'heure, t'aimes bien être performante, t'aimes bien réussir, t'aimes bien être un peu meilleur que les autres dans ce que tu fais. C'est aussi une pression, j'imagine, parce que il y a ce qu'on appelle le syndrome de la bonne élève aussi. Est-ce que des fois, c'est pas un peu pesant, tu vois, tout ça, de toujours vouloir donner tout le temps le meilleur de soi-même? Alors déjà, je pense que c'est typiquement français d'opposer être bon élève et être fort en sport, malheureusement. Mais ouais, il y a clairement le côté compétitrice et je veux toujours être la meilleure qui ressort. De toute façon, depuis toute petite, je suis très mauvaise joueuse, donc vaut mieux que je gagne, on va dire. Mais clairement, ouais, même à l'école, après, j'avais la chance d'avoir des facilités. Surtout tout ce qui était maths, physique, tout ça. Donc c'est pour ça que je me suis orientée vers là après mon bac. Mais ouais, clairement, je voulais avoir la meilleure note et être la meilleure tout le temps.
Alors forcément des fois, mais c'est surtout mon copain qui est pas du tout comme ça. Quand j'étais en licence et tout, lui il se contentait d'avoir 12 quoi, c'était bien. Pourquoi être le meilleur? De toute façon tant que t'as ton diplôme, c'est bien. Et moi non, je voulais être la meilleure et c'est vrai que des fois c'était un peu c'était pas pesant, mais c'était plus fatigant. J'aurais pu me contenter d'avoir 12, mais non, je voulais être la meilleure. Alors, c'est en moi depuis toute petite. Après, C'est ton caractère, quoi, du coup, c'est vraiment... ouais. Mais des fois, c'est vrai que je suis trop exigeante avec moi-même et je pourrais relâcher un peu. Mais au final, je pense que ça me sert aussi dans l'athlé. Donc là, même au travail, je veux toujours être efficace, bien faire. Bon, là, il n'y a plus de notes et de devoirs à rendre, mais en tout cas, oui, j'essaie de toujours faire le meilleur. Comment est-ce que tu vis l'échec? Je pense que maintenant je le vis de mieux en mieux, mais comme je disais quand j'étais petite, c'était impossible pour moi de perdre un jeu de société. Je terminais pas le jeu, donc ça a été longtemps un peu compliqué. Quand je loupais une course, fallait pas trop me parler quoi dans les heures qui suivaient. D'ailleurs ma mère le sait très bien parce qu'elle m'accompagnait beaucoup sur les compétitions quand j'étais plus jeune et elle me parlait pas après la course si je m'étais loupée. Donc non, je pense que je gère de mieux en mieux maintenant. Et j'ai pris un peu de recul, que ça soit surtout côté athlète, où je me suis dit, j'arrive à me dire, mais je suis pas juste une athlète, et si je me loupe sur cette course-là, ça change pas la personne que je suis, et c'est pas grave, ça me servira pour la suite. Donc je pense que je gère de mieux en mieux. Après, forcément, j'ai toujours du mal. Hein. T'as quand même réussi à faire un peu un travail sur toi-même parce que j'imagine que ça doit être épuisant aussi de toujours vouloir être au maximum, de toujours vouloir donner le meilleur de soi-même. On peut pas être au top tout le temps, c'est pas possible. On peut pas être la meilleure élève, la meilleure coureuse, la meilleure employée. Tu vois, il y a aussi des hauts et des bas et si on n'est pas capable de prendre du recul et d'accepter que parfois on a le droit d'être un petit peu moins au top, on s'épuise et malheureusement ça peut être après jusqu'au burn-out. Et d'ailleurs on le sait que c'est souvent les personnes très exigeantes avec elles-mêmes qui sont plus sujets à faire des burn-out parce que elles ne s'accordent pas le droit d'être à juste 98%, quoi. Et c'est souvent ces personnes-là qui sont les plus exposées et qui sont en première ligne du burn-out, qui est un sujet très contemporain. Ouais, non, c'est clair que prendre du recul, c'est bien aussi parfois. Et d'ailleurs, au début, quand je suis passée à 40% chez Decathlon, je voulais pas que ça se voie dans mon travail. Donc, je voulais presque faire autant que les personnes qui travaillaient à temps plein. Bon, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, tu peux pas, c'est mathématiquement impossible. Ou alors, faut que tu travailles chez toi le soir, mais du coup, ça n'a plus d'intérêt d'être à 40%. Donc, j'ai quand même appris à me dire, non, mais tu travailles à 40%, tu produis 40% de ce que quelqu'un d'autre peut produire. Donc, maintenant, j'arrive à avoir un peu plus de recul, mais c'est clair qu'il y aura toujours cette part de moi qui voudra faire le mieux possible dans tout, quoi. Est-ce que tu es fière de toi ? Je pense que vraiment, oui, depuis, on va dire, un an, j'arrive à me dire que je suis fière de moi. En fait, de prendre du recul sur tout ce que j'ai fait ou ce que je peux faire en me disant, mais c'est bien ce que tu fais, franchement. Tout le monde ne fait pas autant et sois fière de toi, sois satisfaite de ce que tu fais surtout. Toujours en vouloir plus, des fois, on prend pas le temps de savourer. Donc ouais, non, je pense que là depuis quelques temps j'arrive à prendre du recul sur ce que j'ai fait et me dire mais déjà ton parcours est bien et ça me permet aussi de relativiser quand des fois je suis un peu moins bien. Je me dis non mais t'as déjà fait ça, c'est très bien quoi. Mais je pense que c'est certainement quelque chose qui quelque part te sauve un peu, c'est parce que penser qu'on est toujours capable de mieux, c'est aussi une forme d'ego. Pas être capable de se dire, d'avoir de la gratitude. Je suis fier de moi, de ce que j'ai accompli, que mon investissement il est payé. C'est une soupape parce que t'es pas toujours à courir derrière ton ombre, tu vois. Et je pense que foncièrement, c'est quelque chose de savoir en fait être content, fier de ce qu'on a fait et pas d'être un éternel insatisfait parce que de jamais être fier de soi, c'est plutôt une forme d'ego. C'est plutôt aussi une forme de se dire il en faut aussi de l'ego, mais c'est là où je pense qu'il y a une petite dérive. Alors, Méline, on a abordé l'entraînement, on a abordé un peu la data et qui dit data dit aussi technologie et forcément. On sait à quel point la technologie, notamment les chaussures de course, peuvent faire la différence, surtout dans le haut niveau et surtout sur marathon. Depuis notamment l'introduction des nouvelles mousses et des plaques carbone, des chaussures qui imborquent cette technologie-là, on sait que chaque détail compte et le choix du partenaire, de l'équipementier est de plus en plus stratégique pour l'athlète puisqu'on sait que la chaussure
est devenue, elle a toujours été, mais encore plus maintenant, un facteur de performance. Toi, en septembre 2022, tu as fait le choix de rejoindre la team des athlètes Decathlon et plus précisément en choisissant Keeprun, la marque spécialisée dans le running au sein de cette entreprise, de l'enseigne Decathlon. Et c'est vrai que Decathlon, c'est une enseigne qui est très connue pour son expertise auprès du grand public. Je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent sont déjà rentrés dans un magasin Decathlon, ont déjà eu des articles tellement ils sont présents et ils accompagnent les coureurs du quotidien, mais un peu moins dans le domaine de la haute performance. Avec le recul, ce choix, visiblement, il t'a réussi, puisque tu as décroché le record de France, mais c'est vrai qu'il pouvait être assez audacieux, parce que c'était quand même un pari risqué à l'époque. Oui, c'est clair. Alors, c'est même, je crois que ça remonte à janvier 2022, si je dis pas de bêtises, plutôt que septembre. Enfin, ça fait 2 ans. Septembre, c'était officiel. Il y a eu l'événement voilà, avec la team Decathlon. Au-delà de la marque Keeprun, il y a aussi la team d'athlètes Decathlon sur tous les sports avec les Jeux Olympiques. Donc là où ça a été vraiment officialisé. Non, mais c'est clair que c'était un pari, autant pour moi que pour Keeprun au final, parce que quand ils ont commencé à me sponsoriser et qu'on a commencé le partenariat, j'étais une bonne athlète, mais comme depuis le début, on va dire, de ma petite carrière, j'étais parmi les meilleurs, mais souvent plus outsider d'ailleurs, et je revenais en plus de blessures quand même assez longues. Donc c'était un peu un pari pour les deux. Pour les deux, c'était audacieux, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais au final, c'était... Enfin, ce que je trouve bien, c'est qu'on a évolué un peu en même temps. Enfin, quand j'ai commencé avec Keeprun, c'était le tout début. Il y avait presque rien. C'était vraiment l'ambition d'être plus pour côté pro, enfin vraiment spécialisé sur la performance. Mais moi, je commençais c'était seulement mes débuts sur la route. Donc au final, c'était nos débuts à tous les deux avec Keeprun et on a évolué en même temps, un peu en parallèle. Mon premier marathon, je l'ai fait avec leur première chaussure carbone qui, certes, n'était peut-être pas la meilleure du marché à l'époque pour le marathon, mais d'ailleurs qui m'a quand même plutôt bien réussi. Et depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions. À Amsterdam, j'ai couru avec une nouvelle chaussure carbone. Là, à Séville, j'étais avec un autre prototype. Et donc, il y a une évolution quand même assez rapide. Et je trouve ça cool d'évoluer en même temps que la marque. Et ce qui est bien, c'est que je peux aider au développement. J'ai mon avis. On n'est pas non plus 150 000 à être en partenariat avec Keeprun. Donc, j'aime bien cet échange. En plus, moi, je travaille à côté et j'habite à côté. Donc, c'est assez facile d'aller voir l'équipe textile s'ils veulent un retour sur un vêtement, etc. Justement, donc toi, tu interviens parce que c'est aussi une des forces, c'est que c'est une marque française, Keeprun. Donc, tu as la possibilité de pouvoir donner des feedbacks, de pouvoir être dans le développement de la chaussure. Tu interviens vraiment, tu donnes des retours. Comment ça se passe justement ta collaboration avec eux ? Alors, de plus en plus, oui, j'interviens, je fais des retours. Au début, un peu moins, je travaillais à temps plein avec l'entraînement à côté. C'était compliqué d'en plus aller voir les équipes pendant 1 ou 2 heures, etc. Donc, de plus en plus, je donne mon avis. Je teste de plus en plus des prototypes, même côté textile. Et je trouve ça vraiment trop, trop cool. En plus, les équipes sont super. Donc, moi, j'adore aller avec eux. Encore la dernière fois, j'avais une réunion avec l'équipe textile pour un retour sur la brassière que j'avais à Séville. On a profité pour faire un goûter. Enfin, vraiment, c'est un peu comme une famille. Et c'est ça aussi que j'aime, c'est le côté humain où, en plus, je peux donner mon avis. Donc ça, forcément, c'est un plus. Et on sait que c'est une marque qui investit beaucoup dans la recherche et le développement, qui a cette ambition de vouloir proposer les meilleures chaussures de course. Justement, toi, avec quel modèle tu as couru et tu as réalisé ce record de France ? Est-ce que c'est des prototypes ou c'est des modèles de série ? Non, c'était un prototype là, que j'avais à Séville, et à Amsterdam, j'avais la 4D 900 XLD qui, si je dis pas de bêtises, sort bientôt. Donc à chaque marathon, j'ai eu une chaussure différente et à chaque fois, j'ai vu une évolution. Alors le plus grand gap, ça a été entre le marathon de Valence et celui d'Amsterdam. Mais même là, entre celui d'Amsterdam et celui de Séville, je sens une différence dans la chaussure. C'est-à-dire, comment ça ? Tu peux nous parler un petit peu de la chaussure ? Par exemple, pour Valence, j'avais vraiment la première version qui pouvait être un peu rigide, etc. Maintenant, la mousse est très confortable, très dynamique. On sent vraiment le renvoi. Et puis, je suis hyper bien dedans, quoi. Donc, j'ai pas d'ampoule. Franchement, je suis très, très bien dedans. Et je sais qu'en plus, c'est amené encore à progresser. Donc, là, pour moi, que ça soit Amsterdam
ou encore plus à Séville, les chaussures, elles n'ont pas grand-chose à envier aux autres marques, pour moi. Clairement, faut encore que Kipron se fasse sa place parmi le marché, mais je sais qu'il y a encore des gens un peu réticents. Mais la preuve, j'ai fait le record de France avec des Kipron, donc c'est bien que la chaussure, elle est équivalente aux autres marques, quoi. Mais c'est vrai que l'ambition de Kipron sur le marché du running, elle est énorme. Mais en même temps, on parle d'une des plus grandes enseignes de sport au monde. Donc forcément, quand ils vont sur ce marché-là, ils vont se donner les moyens de réussir, que ce soit dans le développement, que ce soit dans les produits, en tout cas à l'image de ce qu'est cette enseigne. Alors on va changeons un peu de sujet. On va parler voyage. Tu as eu la chance de courir dans des villes incroyables comme Séville, où tu as battu ton record. Tu as fait aussi le marathon de Valence. Tiens, Valence, le marathon des Français, c'est vrai qu'il attire à chaque fois de plus en plus de Français. Amsterdam aussi, voilà, une belle capitale européenne. Alors ces marathons que tu as choisis sont connus non seulement pour leur parcours, réputés pour être roulants, mais aussi pour leur ambiance. Toi, quel souvenir tu gardes de tous ces marathons et peut-être lequel des trois tu conseillerais à nos auditeurs et auditrices? Alors, peu importe, on va dire l'endroit, ce que je garde à chaque fois du marathon, c'est l'ambiance. La météo a été différente à chaque fois. Par exemple, à Valence, j'ai eu une météo nickel comme à Séville. À Amsterdam, j'ai eu un temps horrible et pourri, et pourtant il y avait du monde partout. Alors les gens s'étaient un peu agglutinés sous les ponts et tout, mais l'ambiance c'était fou du coup parce que ça résonnait sous les ponts. Enfin, à chaque fois, ce qui me marque le plus, c'est l'ambiance. Il y a de la musique, il y a des gens tout le long, puis il y a une densité de course aussi qui fait qu'on n'est jamais seul. Donc c'est ça qui me marque le plus. Après, celui que je conseillerais, c'est quand même Valence en termes de parcours, même si Séville est très très plat, et même apparemment serait plus plat que Valence. La route est un peu plus cabossée, il y a des trous parfois, donc il y a les virages aussi, parce que c'est vrai, on regarde, nous les coureurs, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on regarde beaucoup le dénivelé, mais il faut faire attention aussi aux virages aux épingles, parce que les relances, les petits faux plats, ça ne peut pas se résumer qu'à une question de dénivelé. Ouais, non, c'est clair. À Séville, il y a peut-être un peu plus de virages, mais ce qui m'a plus marqué, c'est la qualité du bitume. Et par moments, on passe sur des pavés très lisses, mais c'est pas du bitume. Alors que Valence, vraiment, c'était mon premier, donc sur le coup, j'avais pas le recul, mais le bitume est nickel, ça renvoie très très bien. Il y a encore plus de lignes droites, ça c'est clair. À Amsterdam, beaucoup de virages et par moments c'est de la route un peu chemin, enfin le long du canal, route très étroite, donc je le conseillerais peut-être pas trop. Mais après la météo fait que c'est pas celui où je me suis sentie le mieux, mais par contre en termes d'ambiance et de paysage, surtout Séville, c'est très très beau comme marathon, même si à la fin je profitais plus trop. Pour visiter avant et après le marathon, c'est super beau. Donc, et c'est un marathon un peu plus à taille humaine que Valence. Maintenant, c'est un marathon énorme. Donc Séville, c'est vraiment bien. Mais pour la performance, pour la performance, je pense que je retournerai à Valence. D'accord. C'est un peu ce qui se dit. Alors, on ne peut pas se quitter, Méline, sans parler de Paris 2024 et du marathon olympique qui sera assez atypique comme marathon. Là, on va avoir un marathon particulier, notamment avec ce dénivelé, ce parcours aussi de Paris, de Versailles. Est-ce que c'est un marathon qui te fait rêver, ces Jeux Olympiques? Est-ce que c'est un rêve de petite fille? Comment est-ce que tu perçois ça? Alors, je rêvais pas de marathon, surtout de marathon, mais je rêvais pas de JO quand j'ai commencé l'athlé, et ça fait vraiment, on va dire, depuis que je me suis mis sur le marathon, où je me dis maintenant, mais je veux tenter de me qualifier aux Jeux. Donc on va dire que ça fait 1 an et demi, 2 ans que je pense JO. Mais c'est clair que c'est un rêve. Forcément, c'est le rêve de tout athlète, tout sportif, de faire les Jeux. Mais surtout de faire les Jeux à la maison. Moi, ce qui me motive le plus, c'est en fait, si je me qualifie au jeu, je sais que toute ma famille peut faire le déplacement, parce que Paris, c'est la porte d'à côté, quoi. Et d'avoir... Encore faut-tu trouver un logement. Ouais, ça après, va être un autre paire de manches. Ça va, en venant de Lille, en prenant le train, ça devrait être assez... Encore faut-il avoir des trains. Je plaisante. Je vais dire à mes parents, ils travaillent à la SNCF, mettez un train. Non, ça va être... si je suis qualifiée, je sais que j'aurai toute ma famille, tous mes proches, tout mon club qui ferait le déplacement, donc ça aura encore plus de valeur pour moi de courir à la maison, mais clairement, par contre, le parcours,
c'est pas qu'il me fait peur, mais c'est l'inconnu en fait de courir un marathon sur un parcours pareil, parce qu'on a l'habitude de courir des marathons tout plats, donc on s'entraîne sur du plat et l'allure est assez facile entre guillemets à gérer. Ça sera pas le marathon de Valence. Non, ça, là c'est il sûr. faudra en fait anticiper le fait qu'à la moitié du parcours il y a une côte qui va nous couper les jambes, quoi. Donc il faudra le préparer, mais après je sais que si je suis qualifiée, j'irai pas pour un chrono, mais bon, à la limite pour une place. Mais pour le chrono. Est-ce que tu es une bonne grimpeuse? Comment est-ce que tu appréhendes justement ce dénivelé, cette côte? Est-ce que tu vas le travailler particulièrement à l'entraînement? Est-ce que... Bah, là, je vais attendre de voir pour la qualification, mais si je suis qualifiée, ouais, je vais le travailler, je vais faire plus de côtes, plus de renforcement. Après, moi, je pense que ça me plaira bien quand même parce que j'adore. J'adore les crosses depuis que j'ai commencé l'athlé, le dénivelé, plus c'est dur, plus ça me plaît. En tout cas, les crosses tout plat, moi, ça me plaît pas du tout. Donc, je pense qu'on retrouvera un peu de ça. Savoir aussi adapter la foulée dans les montées, dans les descentes. Je pense que ça peut me plaire. Après, il faut que je le travaille, c'est clair, parce que là, je travaille pour préparer des marathons tout plat. Donc, c'est pas forcément sur ça que je mets l'accent. Mais non, je pense que ça peut vraiment me plaire. Bon, écoute, c'est vrai que tu es dans une situation un peu délicate, un peu ingrate, puisque aujourd'hui tu es la Française la plus performante sur marathon de tous les temps. Mais la qualification, elle est soumise, pas forcément, voilà, on va pas prendre les meilleurs temps sur la saison 2024. Il y a aussi des personnes qui sont se qualifiées avant ou pas. Et donc toi, évidemment, ta performance va dépendre aussi de la fin jusqu'au minima et de qui va réaliser ou pas les chronos pour pouvoir y participer. J'imagine que ça doit pas être simple à gérer. Il y a peut-être aussi des fois un sentiment, je peux dire, d'injustice, mais c'est vrai que c'est ingrat, quoi, comme situation de se dire je suis actuellement la marathonienne la plus rapide de tous les temps française sur cette distance et je suis pas sûr d'avoir mon ticket d'or pour les Jeux de Paris. Non, c'est clair que c'est pas une place évidente, mais comme le fait de chercher d'essayer de se qualifier n'est pas non plus évident. C'est surtout pas évident parce que tous les gens qui s'y connaissent pas, qui sont pas à fond dans l'athlé, pensent que je suis qualifiée et à chaque fois je suis obligée de leur dire non parce qu'il y a déjà 2 filles qui étaient prioritaires à fin janvier, donc même si j'ai fait mieux qu'elles, je suis derrière elles pour le moment, donc je suis la 3e. Et si une fille fait mieux que moi, elle me dépasse, donc je sors de la sélection. Enfin, ça, les gens comprennent pas trop. Ils me disent, mais t'es la meilleure, c'est pas normal que tu sois pas au jeu. C'est vrai, en vrai. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais voilà. alors moi, on peut pas leur en vouloir dans leur raisonnement. C'est ouf de se dire la détentrice du record de France obtenu ne sera potentiellement pas au JO, quoi. Non, puis la Fédé, je dirais pas qu'elle regrette un peu d'avoir fait ce choix de mettre des athlètes prioritaires, mais un petit peu, mais elle s'attendait pas non plus à ce que d'autres filles refassent des performances après janvier. Donc bon, moi je suis pas stressée en soi, je le prends avec pas mal de recul. Forcément, je regarde chaque marathon avec attention pour voir les Françaises, mais dans tous les cas, forcément, je serais très déçue si j'allais pas au jeu. Mais tu sauras rebondir. Ouais, je pense que je rebondirais. Déjà, je me dirais, c'est pas grave, t'as donné le meilleur, tu pouvais pas faire mieux dans tous les cas. T'es quand même, si je me fais passer devant, du coup, je serais la 2e meilleure performeuse de tous les temps. Mais je rebondirais assez vite. Après, la période la plus dure, je pense que ça sera la période des Jeux où là, je serai pas de la partie. Mais sinon, non, je pense que forcément, il y aura un petit coup dur de quelques jours, mais moi, de toute façon, je ne m'arrête pas. Enfin, Paris 2024, forcément, c'est une étape et ça serait un rêve d'y participer, mais je vois déjà les prochains JO. Los Angeles, t'es encore jeune, c'est ça? Oui, c'est ça. Je me dis que c'est que le début pour moi de l'aventure sur marathon, donc ça m'aide. C'est vrai que c'est que t'es encore jeune, t'as pas. Bon, même si on voit encore des athlètes dans le fond. À 40 ans performer, ce qui est quand même assez rassurant, mais c'est vrai que toi tu as encore plein de belles choses à dire, ça sera certainement pas tes dernières Olympiades. Alors Méline, je ne sais pas si tu sais, mais on a un point commun en dehors de notre passion pour la course à pied. Tous les deux on adore la pizza. Je crois savoir que tu nous l'as dit tout à l'heure, tu étais une passionnée de cuisine en plus du running, et justement quel regard tu portes sur ta nutrition, sur l'alimentation, sur tout ça qui peut être aussi un sujet un peu sensible. On sait qu'il y a eu des philosophies, on parlait de mode tout à l'heure, mais on sait qu'il y avait eu pendant un moment une culture justement sur,
j'ai envie de dire, voilà, le culte un peu de la maigreur. J'ai l'impression que ça change un peu. On voit quand même aussi, malheureusement, parce qu'on a vu des athlètes avec des fractures du bassin, des athlètes qui performent pendant 1 an, 2 ans, et puis après qu'on ne revoit plus du tout. Je veux dire, dans le demi-fond et fond, des exemples comme ça, on en a plein. Toi, quel regard tu portes justement sur ta nutrition, sur le rapport au corps, la gestion du poids? C'est quoi ton regard par rapport à ça? Alors, je pense que je suis assez détachée justement par rapport à ça. Chez les filles, c'est un peu compliqué encore, je trouve, ce côté nutrition, rapport au poids. Moi, il faut savoir que je me pèse jamais presque. Je me pèse une fois tous les 3 mois peut-être, histoire de voir quoi. Tu comptes tes calories, ce genre de choses? Non, non, vraiment, je fais tout au feeling. Je me prends vraiment pas la tête. En fait, je vois surtout l'alimentation comme un moyen d'être performante, de recharger les batteries, de pouvoir permettre à mon corps d'enchaîner autant de kilomètres. Donc, moi, je mange beaucoup. Même souvent, les gens sont surpris, mais je mange beaucoup. Après, je leur dis toujours, mais je cours beaucoup, donc forcément, j'ai tout le temps faim. Mais du coup, je cherche à manger plutôt équilibré, surtout local, bio. En fait, je fais plutôt attention à la qualité plutôt qu'à la quantité, aux calories, etc. Et surtout, je suis très gourmande, donc je me fais assez régulièrement plaisir. Après, ce que je dis, c'est que si tu manges équilibré sur toute la semaine, il n'y a pas de souci à aller une fois à la boulangerie ou à se faire un petit gâteau. Enfin, de toute façon, avec tous les kilomètres qu'on peut enchaîner, ça sera vite éliminé, quoi. Et le tout, c'est de trouver un équilibre entre le plaisir et la performance quand même, puisque si on mange n'importe quoi, on sera pas performant. Mais moi, si on me propose un resto le soir, je dis oui, parce que je cours pas un marathon dans 3 jours dans tous les cas, donc ça n'aura pas d'incidence. Et je pense que c'est aussi un équilibre qui me permet d'être performante. L'entraînement est déjà c'est dur en fait de préparer un marathon, de s'entraîner 2 fois par jour. Alors si en plus on se rajoute une charge, une pression sur l'alimentation. Ce qui est surtout en plus la nutrition. Alors sur du court terme ça va, mais c'est l'une des restrictions les plus. Enfin après on est tous différents. Il y en a qui prêtent un peu moins, qui ont un peu moins de plaisir à ça. Mais c'est l'une des restrictions qui est la plus compliquée à tenir sur le long terme, qui peut être la plus dévastatrice aussi. Et qu'en plus, comme tu dis, qui est inutile parce qu'on a une telle dépense énergétique. Et puis perdre trop de poids en prépa marathon, c'est même plus inquiétant dans le haut niveau. Ouais, c'est ça. En marathon, en fait, faut manger. Bien sûr, on a l'impression de trop manger, mais en fait non, parce que sinon on est en déficit calorique et on tiendra peut pas pas progresser. Si vous avez une dépense énergétique de 3000 calories par jour avec votre sport et que vous n'apportez que 2000 calories, vous ne pourrez pas progresser, en tout cas sur le long terme. À un moment donné, ça va coincer. C'est logique, c'est comme une voiture, vous avez besoin de carburant, vous avez besoin d'essence. Puis de toute façon, en fait, faut se rendre compte déjà que chacun a sa morphologie. Bon, moi, j'ai toujours été grande et fine, même je me souviens qu'en primaire, on se moquait plus de moi qu'autre chose parce que j'étais fine, mais je mangeais déjà énormément, c'était dans mon métabolisme. Et surtout, on peut voir des filles hyper performantes, des filles petites, des filles grandes, des filles très très musclées, des filles pas trop musclées. Donc en fait, ça dépend de la morphologie et de la personne. Et il faut pas en fait essayer de copier quelqu'un, vouloir ressembler à quelqu'un. Il faut se sentir bien, c'est tout. Après, forcément, c'est mieux d'être en bonne forme, de pas être trop lourd pour courir, mais c'est pas ça qui joue le plus. C'est pas 1 ou 2 kilos qui va changer le truc, quoi. Méline, dans la course à pied, c'est un sujet très vaste. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Quels sont un peu les plans Pour le court terme, on pourrait me souhaiter quand même de me qualifier au jeu. ça serait une bonne chose. Après, sur du plus long terme, c'est de continuer à prendre toujours autant de plaisir à courir, à continuer à progresser sur marathon et de longues années, quoi, de vraiment prendre du plaisir et avoir une progression assez linéaire comme j'ai toujours eu. Et moi, j'ai jamais été aussi épanouie qu'aujourd'hui, donc
j'espère que ça va continuer. Écoute, on espère en tout cas pouvoir te voir du côté de Paris. On n'est pas très loin, on a des studios qui sont dans le Marais, donc si tu veux passer nous dire un coucou, voilà, entre deux événements, n'hésite pas. C'est vraiment tout ce qu'on te souhaite, et puis voilà, de continuer à prendre du plaisir, de continuer à t'amuser aussi dans ton travail, dans ta vie personnelle. En tout cas, voilà, on va suivre ça de très près. Ça a été un plaisir d'échanger, de discuter avec toi. J'espère que nos auditeurs et auditrices ont pris autant de plaisir que moi à t'écouter. Je te donne rendez-vous j'espère cet été dans les rues de Paris, ou même il y aura d'autres courses évidemment, parce que mon petit doigt me dit qu'on va te voir encore pendant très très longtemps dans le paysage de l'athlétisme français, et c'est tant mieux. Merci beaucoup, merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Merci à Keep Run d'avoir rendu cet échange possible. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. Salut Méline, à très bientôt. Merci, bonne journée.